Bonjour, ici Joris Danton de l'Atelier Fertile. Dans ce cours, je vais vous expliquer les fondamentaux du Lean Management. En effet, cette méthode peut être appliquée à l'agriculture et donc peut vous permettre de gérer plus efficacement une ferme. C'est ce qu'on va voir ensemble. C'est parti. Alors cette démarche, c'est avant tout une démarche de simplification et d'efficacité. En effet, le métier d'agriculteur, c'est un métier complexe, où il est facile d'avoir par exemple un espace de travail mal organisé, de perdre du temps sur des questions logistiques, sur des questions de commercialisation, etc. etc. Alors justement, c'est à quoi répond l'état d'esprit du lean management, c'est-à-dire de gagner jour après jour en efficacité en se simplifiant le travail via des petits changements. Alors, ce qui est très raccord avec un des principes permaculturels d'ailleurs, qui est d'utiliser des solutions lentes et à petite échelle, donc améliorer progressivement, étape après étape, le fonctionnement d'un système agricole. Cet état d'esprit, cette démarche, c'est ce qu'on appelle le Kaizen. Alors déjà, ce lean management, d'où est-ce qu'il nous vient? Tout d'abord, on a eu un développement empirique de cette méthode de gestion dans l'entreprise Toyota à partir des années 1950, donc au départ dans le cadre de la production industrielle liée à l'automobile. Système de production qui a été notamment développé par Taiichi Ohno, dont vous voyez ici la photo à droite. Alors, il a été étudié par le Massachusetts Institute of Technology, célèbre institut de recherche américain à partir de la fin des années 80, et qu'il a théorisé et ce qui a donné après une diffusion massive dans les entreprises. Alors au départ, dans les entreprises, liées à l'industrie, puis après liées aux services. Mais cette démarche peut s'appliquer sur n'importe quel type d'entreprise. En particulier les travaux de Ben Hartman, qui est un maraîcher bio américain, qui s'est beaucoup approprié justement cette méthode sur sa ferme pour développer un travail de réflexion sur la façon dont cette méthode peut être appliquée dans le cadre d'une exploitation agricole. C'est ce qui notamment développe dans ces deux ouvrages, The Lean Farm et The Lean Farm Guide to Growing Vegetables, livres qui malheureusement ne sont pas encore traduits en français. Plus globalement, la démarche Lean appliquée au secteur agricole commence à se diffuser en France, mais ça reste encore très confidentiel et malheureusement il n'existe pas encore d'ouvrage en français sur le sujet. Alors, cette démarche fait un parallèle pour moi entre économie d'échelle et efficience améliorée en continu. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Économie d'échelle, c'est issu globalement du paradigme industriel des Trente Glorieuses, et c'est le paradigme, la façon de regarder les choses qui est encore dominante dans le monde agricole aujourd'hui. L'idée, c'est que plus on va mettre en place d'équipements et plus on va avoir de terres, plus donc on va pouvoir générer de chiffre d'affaires et c'est ce qui va nous permettre, in fine, d'avoir plus de revenus. Voilà un peu l'état d'esprit. Alors que, avec la démarche qu'on voit dans les micro-fermes et plus globalement dans l'approche agroécologique, on est dans un autre paradigme économique qui est celui de la recherche d'une efficacité toujours plus importante dans un espace donné, dans une superficie donnée avec un nombre d'équipements, en tout cas souvent donné. L'idée, c'est de trouver le bon niveau d'équipement et de superficie et surtout d'améliorer l'efficience agronomique et économique de la ferme pour assurer sa viabilité économique, donc pour générer plus de revenus. Vous voyez, deux états d'esprit clairement différents. Et dans ce second état d'esprit, il est pour moi, il est très raccord avec ce que propose le Lean Management. Alors, c'est quoi ces principes fondamentaux? On a identifié la chaîne de valeur pour chaque produit et assuré une production fluide, éliminer tous les gaspillages, les excès, les irrégularités, laisser les clients tirer la production, et enfin rechercher toujours le perfectionnement, résoudre efficacement les problèmes, c'est ce qu'on va voir étape après étape. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par chaîne de valeur? C'est tiré du livre de Ben Hartman, The Lean Farm. Une chaîne de valeur, c'est l'ensemble du processus de A à Z pour créer une production donnée. Là, par exemple, vous avez la chaîne de production de la carotte, depuis l'achat des graines jusqu'à l'encaissement de l'argent tiré de la vente à la banque. Toutes les étapes de production, par exemple, ici, sont détaillées. Avoir ce travail de noter quelles sont toutes vos étapes de production, c'est un travail pas négligeable. Par contre, il a de très nombreux intérêts et vous aider à bien visualiser les étapes, à définir combien de temps est nécessaire à chacune de ces étapes et quelle est éventuellement la somme d'argent, les dépenses qui vont être liées aussi à telle ou telle étape. Donc ça va nous aider plus globalement à avoir une vision d'ensemble qui va nous aider à créer une production fluide. Alors ce via 5 principes. Le premier principe, c'est de trier.
Donc c'est se débarrasser, alors se débarrasser, pour ça ça peut être du recyclage, la vente, du don, mais bref, en tout cas on se débarrasse de tout ce qui n'est pas indispensable à vos productions. On cherche à simplifier votre ferme, à éliminer tout ce qui va être perte d'espace, perte de temps, et donc in fine, perte d'argent. Là, donc pour chaque élément dans un système agricole, on va se demander, est-ce que cet élément m'est réellement utile? Et est-ce qu'il m'est par exemple utile dans cette quantité ou à cette taille? Ou est-ce que par exemple il n'y aurait pas une façon de l'externaliser? Bah, si je suis seulement amené à l'utiliser peut-être 2 ou 3 fois par an, est-ce que ça serait pas intéressant plutôt d'y accéder via une coopérative agricole par exemple, ou via une location? Est-ce que la propriété de cet élément est forcément nécessaire, ou est-ce que je peux fonctionner par de la mise en commun, de la coopération, de la location? Et puis cet élément, est-ce qu'il m'est utile, voilà, dans cette quantité, cette taille-là, voilà. Déjà, le tri, c'est la première chose. Le deuxième principe, va être mettre en ordre. On va chercher à ranger les outils là où vous utilisez le plus, de façon à ce qu'ils soient bien visibles, bien rangés, facilement utilisables. Ne plus perdre des heures à chercher ces outils. C'est de l'expérience de terrain qui parle. J'ai fait plusieurs expériences de woofing où on perdait un temps fou dans la journée à se demander mais ce sécateur, où est-il passé? Telle pelle, où est-ce qu'elle est passée? Où est-ce qu'elle est mal rangée, etc. Ah tiens, elle était mal rangée, donc on n'a pas vu elle devait être nettoyée. Donc voilà, tout ça, ça fait perdre énormément de temps sur une ferme. Donc, l'avant-après, ce qu'on peut voir là dans ces images, c'est une bonne illustration. Bon, déjà, dans l'avant, c'était pas forcément déjà un très grand fouillis, déjà c'était assez carré, mais il n'empêche qu'il y avait quand même pas mal d'outils, vous voyez, qui étaient excédentaires. Là aussi, c'est tiré du livre de Ben Hartman. Vous voyez, son avant-après, au maximum, vous voyez, après, vous avez effectivement une élimination de tout ce qui va être doublon au niveau de l'outillage, et puis celui-ci va être beaucoup mieux rangé, immédiatement disponible, et ce qui va in fine aussi permettre d'assurer une meilleure pérennité aux outils. Alors troisième principe, c'est faire briller, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire créer des espaces de travail propres, aérés, bien éclairés, qui seront donc voilà, agréables, lisibles et sécurisés. Hein, on a aussi avant-après dans un espace de travail. La différence est assez spectaculaire. Avant, on a un espace sale qui est difficile aussi à laver, avec un sol voilà, très encombré. Vous avez des câbles qui courent par terre, donc vous avez aussi un problème de sécurité qui se posait. Vous avez un éclairage uniquement par des petites lucarnes. Voilà, vous voyez l'après, un espace qui est très facile à laver à grande eau. Voilà, après, vous avez aussi un espace qui est plus clair, c'est plus simple de s'y repérer. Donc, faire briller, ça recoupe ces différentes dimensions. Le quatrième principe, ça va être de standardiser, quels que soient les éléments, planches de culture, les seaux de stockage, bref, on va chercher à faire en sorte qu'ils soient tous du même modèle. Alors un exemple, là c'est la photo que vous avez en bas, c'est une photo de la ferme de Jean-Martin Fortier, maraîcher bio-intensif, sur la ferme de la Grelinette au Québec. Et bien lui, il a mis un système où toutes les planches ont exactement les mêmes dimensions, elles font toutes 75 mètres 75 cm de largeur et 30 mètres de longueur. Ce qui va permettre beaucoup de simplicité en termes de gestion, pour la réflexion du plan de rotation des cultures, pour connaître l'outillage également nécessaire pour travailler chacune des planches, etc. Plus globalement, les tâches à réaliser vont être clarifiées et facilement communicables aussi, pour quelqu'un qui va être en woofing, pour quelqu'un qui va être stagiaire, pour un salarié, ça va être beaucoup plus simple, et donc le temps à y consacrer peut être beaucoup plus facilement chiffré chez chaque élément. Par exemple, chaque planche de culture a la même dimension. Cinquième principe, ça va être de maintenir. Ça ne suffit pas de mettre en place voilà, tout ce qu'on a vu via ces 4 premiers principes, mais on va aussi profiter des points de vue émis par des personnes extérieures qui visitent la ferme pour faire régulièrement des rétroactions, avoir des points de vue extérieurs qui vont nous aider à faire des bilans sur ce qui est fonctionnel et dysfonctionnel dans les espaces de travail et à réaliser les ajustements nécessaires. Donc maintenir le niveau de qualité, au contrario, être à l'écoute justement des retours critiques pour s'améliorer. Alors, autre grand axe du lean management, ça va être d'éviter les gaspillages. Et dans lean, on définit 8 types de gaspillage. Alors, ces gaspillages, c'est surproduction. Vous surproduisez tel ou tel élément. Celui-ci n'est pas valorisé au niveau de la vente. C'est une forme de gaspillage. Tout ce qui va être temps d'attente, étape de production inutile. Là aussi, il y a un autre intérêt donc de formaliser
quelle est votre chaîne de valeur pour chaque produit, eh bien c'est que vous pouvez voir est-ce que tel ou tel élément dans la façon de procéder, eh bien est-ce qu'il est réellement utile, est-ce qu'il apporte vraiment une valeur ajoutée. C'est tout ce qui va être transport inutile, stock inutile, mouvement inutile. Là aussi, on va dans une recherche d'ergonomie, c'est-à-dire éviter de faire tel ou tel mouvement qui n'a pas de réelle utilité. Est-ce que c'est réellement intérêt de passer trois fois la bineuse? Est-ce qu'une seule fois suffit? Ça va vous permettre aussi de diminuer votre temps de travail. Après, on va aussi chercher à diminuer tout ce qui va être produit défectueux, parce que là aussi, c'est une perte commerciale. Donc, in fine, c'est une perte de temps, d'argent, etc. Et puis, on va aussi, un autre gaspillage, c'est plus original, c'est d'éviter de gaspiller des talents qui ne seraient pas utilisés sur une ferme. Est-ce qu'on peut voir quel est le potentiel en fonction des compétences et des aspirations de chaque fermier? Est-ce que justement il n'y a pas certains de ces talents, de ces aspirations qui ne sont pas utilisés, qu'on pourrait mettre à profit? Voilà. Donc ça demande une certaine éducation du regard pour se demander quels sont les gaspillages sur telle ou telle ferme. Et bien voilà, ces 8 types de gaspillage, ça va nous aider, ça va nous donner un cadre pour analyser tout ça. Alors, à éviter aussi, ça va être différents types d'excès. Les excès de personnel, au vu de la charge de travail, est-ce que le nombre de personnes qui sont salariées ou associées sur la ferme, étant donné sa taille, son volume de production, est-ce qu'il n'est pas excessif? Est-ce que aussi les équipements ne sont pas excessifs, si leurs coûts ne sont pas efficients au vu de leur production réelle? Là aussi, on revient sur la notion de trier. Est-ce que tel équipement, je peux m'en passer ou je peux l'externaliser? Et puis un autre type d'excès très classique, c'est les stocks, voilà, lorsqu'ils sont immobiles, lorsqu'ils ne sont pas utilisés, lorsqu'ils ne sont pas en rotation. Voilà. Alors une autre chose qu'on va chercher à éviter, ça va être toutes les irrégularités. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des pertes de temps et d'énergie lorsque les outils et les équipements changent, les collaborateurs changent, les collaborateurs, donc c'est les woofers, les salariés, les associés, voire des bénévoles. Et lorsque ces collaborateurs changent à chaque fois, il faut rebriefer les nouveaux venus, il faut qu'ils s'approprient le lieu, etc. Il y a un temps d'apprentissage, donc on perd pas mal de temps et d'énergie. On va chercher quand même à éviter ça, ou au moins à le minimiser. Et puis aussi à éviter de changer trop souvent de fournisseur et de clientèle. Changer de fournisseur uniquement pour des raisons de prix, c'est pas forcément un bon calcul. Puisque au contraire, créer une relation justement commerciale dans la durée, c'est ça qui peut au contraire fournir plus de régularité, plus de sécurité pour les deux parties. Et puis aussi, on va chercher à fidéliser sa clientèle, puisque c'est beaucoup plus simple de créer du chiffre d'affaires sur des clients qu'on a déjà que chercher à générer ce chiffre d'affaires en intéressant une nouvelle clientèle. Ce qui nous amène aussi sur justement le rapport qu'a le lean management vis-à-vis de la commercialisation, qui est de laisser créer de la valeur pour vos clients, pour les laisser tirer la production. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va être activement à l'écoute de ce que vos clients désirent. C'est quoi les types de produits qu'ils désirent? Les durées de stockage, les quantités utilisées, comment ils les cuisinent. Parce que par exemple, pour tel ou tel type de légumes, c'est telle variété qui va être plus adaptée pour faire des soupes, telle autre variété qui va être plus intéressante si on veut les manger crus. Vous voyez, donc on va avoir des différences en termes de cuisine et qui vont entraîner des différences en termes de variété, voire en termes d'espèces cultivées qui vont être plus pertinentes. Donc être à l'écoute, alors être à l'écoute, ça peut passer par des questionnaires, par dialoguer tout simplement avec vos clients, etc. Mais être à l'écoute, c'est vraiment la base. On cherche via ça à éviter 3 écueils. Une fascination pour la technologie, par exemple. Une fascination, on pense que tel semoir, il est parfait, il est très intéressant. Donc on va être absolument fasciné par ça, et on va déterminer notre production en fonction de tel ou tel équipement, de telle ou telle technologie. Ça, c'est quelque chose d'assez commun et c'est un biais qu'on va chercher à éviter. Un autre type de fascination, c'est la fascination pour le produit. Par exemple, on est fasciné par telle ou telle production, mais sauf qu'il n'y a pas la demande derrière au niveau de la clientèle. Si, c'est un biais assez classique. Et un autre type de fascination, c'est la fascination pour le mode de production. On est fasciné par exemple par, je ne sais pas, moi par exemple l'absence de labour du sol, et on va déterminer toute notre production en fonction de ce type de mode de production, sans réfléchir aux impacts en termes de commercialisation. Alors, donc on ne va pas chercher à pousser, donc à créer une production, puis une fois qu'on l'a créée, seulement à ce moment-là, à chercher à pousser cette production vers vos clients, mais au contraire à faire en sorte que les comportements d'achat de vos clients tirent la production. Donc comme on va être très à l'écoute de ce qu'ils veulent, on va voir
ce qu'ils réclament, on va voir ce qu'ils achètent. Et en fonction bien, de ces comportements de consommation, on va déterminer bien, qu'est-ce qu'on va être amené à produire. Alors, on va me poser la question, dès tout départ, eh bien, quand on n'a pas encore de retour de clientèle, quand on commence, comment faire? J'ai envie de vous dire que le plus simple, c'est simplement de regarder, et bien, de vous renseigner, soit par exemple au niveau de la chambre d'agriculture ou encore via le GAB, le groupement d'agriculture biologique de votre département, et bien de vous renseigner sur les types de produits agricoles les plus consommés, voilà, sur tel ou tel département, sur telle ou telle localité. Et peut-être de commencer votre production simplement en cultivant peut-être les 10 espèces de légumes les plus employées, ou en produisant peut-être les 3 types de produits animaux les plus employés, etc. etc. Donc à savoir aussi que lorsqu'on cherche à définir ce qui intéresse votre clientèle, il faut savoir que globalement, eh bien, les clients sont intéressés pas seulement par des produits agricoles en tant que tels, ils sont intéressés par un mix de services et de produits. Alors du mix de services et de produits, c'est non seulement vous vendez de la tomate, mais en même temps, vous leur donnez bien la recette pour qu'ils fassent leur coulis de tomate. Et, par exemple, c'est non seulement le fait que vos clients ont accès à tel type de produit, mais qui ont accès via un mode de commercialisation qui est intéressant pour eux, par exemple de la commande en ligne, qui leur permet de recevoir leur panier directement chez eux. Donc là, on est sur un mix de services et de produits, et ça intéresse de plus en plus la clientèle. Globalement, il faut trouver une façon pour qu'il soit simple pour vos clients d'identifier vos produits, simple de les acheter, simple de les recevoir. Parfois, des produits, je vois sur des fermes, m'intéressent, mais je n'ai aucune information en ligne sur la façon de les commander, et encore plus sur la façon d'y accéder. Donc il faut que ça soit vraiment très très simple. Et puis enfin, faites ce qu'on appelle du benchmarking, hein, dans le langage marketing, c'est-à-dire être en veille sur la façon dont d'autres producteurs commercialisent leurs produits. Et souvent, ils vont avoir peut-être de bonnes idées. Voilà. Par exemple, une idée intéressante que j'ai trouvée chez un producteur, c'est c'est lui qui gardait eh bien, les cartes fidélité de ses clients. Dans un commerce classique, eh bien, le commerçant donne la carte de fidélité, la donne au client, et c'est ce client qui est chargé de la ramener lorsqu'il vient faire un nouvel achat. Mais ça génère quelques problèmes. Par exemple, eh bien, le client oublie la carte, il la perd, etc. Donc c'est toujours un peu de problématique par rapport à ça. Eh bien, ce producteur, lui, il gardait ses cartes clients, donc à chaque fois les clients n'avaient pas besoin de garder cette carte, hop, ça leur simplifiait la vie, et lorsque le client venait justement à son stand, il n'avait qu'à tirer sa carte client depuis son stock. Donc là, par exemple, ça crée pas mal de simplification pour les deux parties. Et voilà, donc globalement, être en veille, bien, c'est observer ce qui se fait ailleurs et trouver de nouvelles idées de s'améliorer. Justement, de nouvelles idées de s'améliorer, ça nous amène sur la notion d'amélioration continue qui est très forte dans la démarche de lean management. On peut être résumé par la démarche PDCA, planifier, enfin en anglais PDCA c'est plan, do, check, act, c'est-à-dire planifier, faire, vérifier, agir. Voilà, donc on crée une forme de système de management de la qualité, hein, pour employer le terme consacré en management. Alors pour ça, il y a un processus qui est bien pensé au niveau du Lean, qui est un processus en 8 étapes qui va nous aider à régler efficacement chaque problème. Alors, première étape, va être mettre autour de la table les personnes responsables pour gérer le problème. Alors, ça paraît du bon sens élémentaire, et il n'empêche, ce n'est pas toujours, c'est pas toujours ce qui est spontanément mis en place. On va chercher à bien décrire le problème rencontré via quelque chose de très simple, c'est-à-dire qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi, hein, le QQO, QCCP, voilà, pour dégrossir le problème, bien le cerner, savoir exactement de quoi on parle. On va essayer de clarifier les enjeux, définir concrètement, opérationnellement, les conséquences de ce problème, et déjà chercher à trouver des solutions qui permettent de résoudre le problème dans l'immédiat, dans du très court terme. Une solution un peu sparadrap. Une fois que ça c'est fait, on va chercher maintenant à identifier les causes profondes du problème rencontré, vraiment les causes racines. Alors, ce qui peut aider, pour ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme d'Ishikawa, c'est-à-dire qu'on va regarder 5 composantes dans votre système de production. On va regarder, est-ce que le problème vient de la main-d'œuvre? Est-ce que par exemple la personne n'était pas suffisamment formée, donc elle a fait mal ou mal fait telle ou telle étape de production? Donc la main-d'œuvre, ça peut être une raison, une irrégularité effectivement dans les personnes qui sont employées sur la ferme par exemple, un changement de collaborateur qui a créé une irrégularité au niveau de la production.
Alors, un autre facteur, c'est le matériel. Est-ce que ce matériel est mal adapté, inadapté, etc. Un autre facteur, ça peut être le milieu. Est-ce que leur milieu dans un système agricole, est-ce que ça a été causé par exemple par des conditions climatiques, par l'arrivée de tel ou tel insecte, par des caractéristiques physiques du sol par exemple. Voilà, est-ce que votre environnement a causé le problème? Est-ce que ce problème au contraire vient des matières utilisées, des matières premières utilisées, du compost que vous utilisez par exemple, des graines que vous utilisez? Et puis enfin, est-ce que ce problème vient de vos méthodes de travail? Donc, le diagramme d'Ishikawa, c'est un outil assez simple pour analyser, essayer d'aller trouver les causes racines du problème rencontré. Une fois qu'on a trouvé ces racines, on va discuter, valider les corrections permanentes à appliquer et qui vont permettre de résoudre ces problématiques. On va planifier et mettre en œuvre donc les corrections. On va mener aussi peut-être des actions préventives. Et enfin, on ne va pas oublier de célébrer, huitième et très dernière importante étape. Donc pour récapituler, voilà vraiment les fondamentaux de ce qu'est le lean management appliqué à un système agricole, on va chercher à faire des petites cartes de création de valeur, des petits schémas, pour chercher à avoir une chaîne de valeur fluide en aménageant bien les espaces, via les 5 principes qu'on a vus, en évitant les gaspillages, les excès, les irrégularités. On va chercher à vendre de façon proactive en faisant tirer la production par vos clients. On va chercher à être une démarche d'amélioration continue et de résolution méthodique des problèmes. Alors, ça c'est vraiment les notions de base au niveau du lean management. Si vous voulez aller creuser aussi, il y a quelque chose de très intéressant qui va être du management visuel, c'est-à-dire qu'on va utiliser différents outils très visuels, très ludiques, pour regarder par exemple qu'est-ce qu'il y a à faire, quels sont les projets planifiés, qui doit se charger de quelle tâche à quel moment, est-ce que le travail a été fait ou pas fait, etc. etc. Comment bien se repérer dans l'espace également, comment faire une signalétique claire. Ça, c'est pas quelque chose que je développe ici, mais ça fait aussi partie du lean management quand on creuse un peu le sujet. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'existe malheureusement pas encore de source de documentation en français sur le lean management appliqué à l'agriculture. Par contre, vous avez des ouvrages généralistes sur le lean management qui sont quand même déjà très intéressants pour vous donner des repères. Ce que je vous recommanderais, c'est ceci, c'est Lean Management pour une performance solide et durable de Radu Dumestrecu aux éditions Duno. Et puis vous avez aussi le livre de Christian Hoffman qui est Lean Management aux éditions Erol. Deux ouvrages de référence voilà, pour creuser le sujet. Là-dessus, je vous reviens toujours sur ce qu'est la philosophie du Lean Management, c'est petits changements, grands effets dans cette démarche donc de Kaizen, en ayant toujours en tête que ce qui n'est pas efficace, ce n'est pas forcément des grandes réformes, des gros changements, mais c'est au contraire une démarche d'amélioration continue, étape par étape. Et là-dessus, je vous renvoie sur une citation de Lao Tzu, un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Eh bien, j'espère que ce cours vous aura plu. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à cette chaîne YouTube, ainsi qu'à la lettre d'information de l'Atelier Fertile. Et sur ce, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.